d'accueillir Yves Citon, qui est professeur à Paris 8 et qui est le directeur de l'école universitaire Artec, qui va s'est prêté à un exercice pas du tout évident, l'exercice de faire un peu les points sur nos discussions d'aujourd'hui et d'ouvrir une discussion plus large. Alors là, ça peut être l'occasion de reprendre aussi des points de discussion qui sont ressortis dans le deuxième temps en écoutant les différentes communications. Voilà, Yves, c'est à toi. Merci beaucoup, Martha. Merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion donc de revoir, plutôt que de faire une conférence, je ne sais pas très bien ce que je vous aurais dit, je me suis dit que souvent dans les colloques, il y a plein de choses merveilleuses qui se disent et puis on va très vite et puis on a peu de temps pour les questions et donc peut-être de revisiter un certain nombre de choses. Donc je ne vais rien dire moi de nouveau, si ce n'est reprendre et commenter et peut-être détourner un certain nombre de choses que vous avez déjà dites les intervenants précédents, et j'espère que je vais pouvoir faire ça en une vingtaine ou maximum une trentaine de minutes, plutôt pour relancer une conversation plus générale, pas tellement sur tel ou tel panel ou telle ou telle intervention, mais tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, comment on peut essayer de prendre la distance et de réfléchir à ça. Et donc, il y a des étudiants, il y a une quinzaine d'étudiants du DIU, du diplôme sur de prédoctoral d'Artec, qui, j'espère qu'ils ont pu suivre depuis ce matin, ou peut-être en tout cas de cet après-midi. Et donc, si vous avez aussi, il y en a parmi eux ou parmi elles, il y en a qui travaillent directement avec des questions de plateforme, de design, de plein de choses qu'on a vues, donc ils sont libres d'intervenir parmi les autres participants. Alors, d'habitude, je ne fais jamais de PowerPoint, mais là, j'en ai improvisé un, sauf que Lucas m'a censuré et je n'ai pas le droit de partager. Alors, si Lucas me redonne le droit, parce qu'en fait, je voulais partir de mes notes et je me suis dit que, vu qu'on parle de fabrique de la participation culturelle, là, je suis toujours désactivé par Lucas, apparemment, mais ce n'est pas la fin du monde, je parle. Donc, on parle de fabrique de la participation et dans un milieu numérique, là on est clairement dans un milieu numérique, mais moi ma participation, ça utilise surtout ceci, à savoir un cahier où je prends des notes en papier et un crayon rouge et un crayon bleu. Voilà, là ça va marcher. Merci Lucas. Et donc, Lucas, tu confirmes que vous voyez quelque chose? Ouais. Ok, je vois une confirmation. Je vais essayer de le mettre en plein écran. Voilà, et je le mets en plein écran. Et donc, voilà, donc moi j'essaye de prendre des notes et je me suis dit que de repasser par de l'analogique, de repasser par du stylo et du papier et d'essayer de repartir de ce que j'avais mis sur du papier, peut-être que c'était une façon aussi de participer, de montrer une participation, une attention à ce qui s'est dit ce matin, une attention parmi plein d'autres, on était beaucoup. Merci du privilège une sorte de retour sur ce à quoi moi j'ai plus particulièrement prêté attention depuis ce matin, et peut-être que ce va-et-vient entre analogique et numérique, entre des choses qui se passent en réseau et des choses qui sont filtrées par une subjectivité particulière, peut-être que la participation culturelle, c'est ça, et ça nous dit quelque chose. Et donc moi, la première chose que j'ai notée, c'était Martha qui nous disait ce matin que parce qu'il y avait tellement de monde qui s'était inscrit, vous aviez dû faire le choix de passer en modèle webinaire plutôt qu'en modèle discussion. Et déjà là, ça nous dit quelque chose sur des phénomènes de quantité. Je vais essayer de revenir sur ces questions quantitatives, parce que le numérique, c'est aussi du chiffre, c'est du nombre, du calcul, nous disait Laurent Salard aussi. Et donc ici, on a une sorte de choix de mode de participation, de choix alors, prisonnier un petit peu du design, parce que Zoom nous donne le choix entre différents modes de participation, et là on a dû passer au mode webinaire. Alors sur la première intervention de Sébastien, j'avais noté juste une des slides qui montrait, c'était un musée, je crois, à Washington, me semble-t-il, mais j'ai peut-être pas bien compris Renwick, qui disait « Photography encouraged ». Et donc là, la première question que je me posais, c'est qu'est-ce que ça veut dire que ce
encourage, un musée qui encourage les photographies. Moi, je le comprends de deux façons possibles, et je ne sais pas, peut-être que Sébastien ou d'autres pourront rebondir là-dessus. D'une part, c'est un petit peu le contraire de l'habitude. D'habitude, en tout cas des gens un petit peu vieux comme moi, lorsqu'on allait au musée, on n'avait pas le droit de prendre des photographies, parce que, je ne sais pas, question de copyright, etc. Là, encourager, ça peut vouloir dire not forbidden. Il n'est pas interdit, vous êtes encouragé, il n'est absolument pas interdit de prendre des photos. Mais on comprend bien dans toute la matinée, tout ce qui s'est dit dans cette matinée, on peut aussi comprendre que les photographies sont encouragées activement, pas seulement non interdites, mais encouragées activement parce que le musée a besoin. Le musée a besoin que les photos soient prises, que les photos circulent, qu'on parle du musée, qu'on parle des œuvres du musée, etc. Et ce besoin, je vais essayer de me demander, c'est un besoin de quoi ? On a vu, et là je ne sais plus qui l'avait dit, je crois que c'était Lise et Nicolas qui nous disaient qu'il ne faut pas avoir une vision trop binaire et une vision simplement d'instrumentalisation de tous ces dispositifs. Je vais essayer d'éviter ça, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce besoin d'attention et plutôt de besoin de traces attentionnelles dont ont besoin les institutions comme des musées. On a vu aussi dans la matinée qu'il y avait des circuits assez complexes qui se passaient entre, de nouveau, cette instrumentalisation des spectateurs, des visiteurs qui vont faire le buzz en renvoyant des images, en faisant circuler des images, et que ça venait plutôt du top-down. On pousse, on encourage, photography encourage, on encourage, on stimule les gens pour qu'ils participent, parce qu'on a besoin de cette participation. Donc c'est un top-down qui demande du bottom-up parce qu'il en a besoin. Et là, en écoutant ça, je réfléchissais à une sorte de débat qui s'est fait à distance au début des années 2000, lorsque le philosophe Jacques Rancière, dans un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le spectateur émancipé, répondait en quelque sorte à Guy Debord. Le situationnisme, Guy Debord, dans les années post-1950, demande une activation des spectateurs qui ne peuvent plus rester simplement des spectateurs censés être passifs, mais qui doivent justement participer. Une œuvre vaut la situation qu'elle génère, et cette situation vaut la participation de tout le monde qui est impliqué. Donc là, on a un certain modèle, et on peut se dire, si on parle de participation culturelle, numérique ou pas numérique, c'est bien de ça qu'il est question. Et à l'époque de Debord, c'était quand même un petit peu... Alors, subversif, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais c'était détourner un certain nombre de choses, c'était en tout cas contre, par rapport à ce que nous disait Laurent Sallard du faire contre, c'était faire contre certaines autorités, certaines hiérarchies, etc. Donc, très bien, on pourrait se dire que finalement, tout ceci, c'est une victoire ironique ou une victoire tellement victorieuse qu'elle se transforme en défaite de quelque chose qui a été, entre autres, parce que Guy Debord n'est pas le seul, bien sûr, mais qui a été revendiqué comme quelque chose de contre-systémique par les situationnistes. Et puis on a Jacques Rancière dans les années 2000 qui reprend ceci et qui se demande si c'est pas un peu une illusion qu'il y a là derrière, l'illusion étant que si le spectateur ne participe pas par une interaction, par une interactivité, par une prise de parole, par une diffusion d'images, par une prise de photos, etc., eh ben, il serait passif. Et vous vous rappelez que ce que dit Rancière, c'est un spectateur n'est jamais passif, même disons qu'il ferme les yeux et qu'il s'endorme, eh ben, il rêve. Et même peut-être qu'il rêvera à quelque chose qui est influencé par le lieu où il est ou le bruit qu'il y a autour de lui. Donc, s'il n'est pas complètement passif dans le lieu de spectacle, dans le musée ou je ne sais quoi, ou dans le livre, quand il a un livre, regarder, c'est déjà être actif. L'attention n'est jamais purement passive, elle ne subit jamais complètement ce qui lui arrive, sauf peut-être dans un cas particulier qu'on verra ou qu'on ne verra pas. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'arrière-fond cette victoire ironique et problématique d'un situationnisme qui nous dit les gars, il faut absolument participer, il faut absolument être actif, c'est pas possible de simplement regarder quelque chose. Et puis Rancière qui nous dit simplement regarder quelque chose, c'est déjà toute une activité, c'est déjà toute une participation. Et peut-être qu'on pourra revenir à Rancière après pour les questions de participation et de part des sans-part.
Alors, je prends dans le... Là, il y a une remarque que je voulais faire et qui était très, très générale. Là, je l'ai prise dans Lise et Nicolas qui nous parlaient de participation citoyenne, mais Laurence Allard aussi a beaucoup parlé de différentes choses qui avaient rapport avec la citoyenneté. Et moi qui ne suis pas citoyen français, chaque fois que j'entends des Français parler de citoyenneté, je me sens un petit peu exclu. Et il me semble que cette référence à la citoyenneté, peut-être qu'on peut la remettre en, alors je ne sais pas, pas forcément en question, mais simplement réfléchir à ce qu'elle implique, parce que soit on peut la prendre comme participation de la cité, hein, citoyen, cité, etc. Mais quand même, la citoyenneté dans le monde hérité du 19e et du 20e siècle, c'est une citoyenneté française par rapport à une citoyenneté suisse ou togolaise, etc. Et est-ce que lorsqu'on parle de citoyenneté, on parle de citoyenneté nationale? Là, je ne pense pas. La plupart de ce que j'ai entendu ce matin. Est-ce qu'on l'élimine complètement quand on parle de citoyen? Je pense que ce n'est pas aussi clair que ça. Et que là, on verra tout à l'heure à travers une autre référence que ce sont différentes couches de citoyenneté, d'usage de ce mot, de référence et d'abus possibles de ce mot qui peuvent être réfléchis aussi. Et en gros, les citoyens, quand on parle de citoyens et de participation citoyenne, est-ce que simplement on fait référence à des gens, tous les gens, et forcément qu'ils aient un passeport ou pas, on s'en fout, à partir du moment où ils communiquent, ils échangent, etc. Dans quelle mesure on parle, pas de tous les gens, mais des gens qui sont civilisés? C'était aussi Laurence qui parlait de civilité. Et la civilité, on voit bien qu'ils ont été civilisés, qu'ils ont été normés, qu'ils ne sont pas facteurs d'incivilité. Et là, de nouveau, il y a toute une série de questions qu'en général, on voit en dehors d'Internet et de la participation numérique, mais qui méritent aussi peut-être d'être reproblématisées là-dedans. Alors, le point suivant, là en rouge, c'est plutôt moi ce que j'ajoute. Et donc là, c'était dans la proposition de Lise et de Nicolas. Il me semblait que pour essayer de recadrer ces top-down, bottom-up, ces questions d'instrumentalisation, etc., ça serait peut-être intéressant de se demander, et de nouveau pour essayer de réévaluer la participation après Debord et après cette idée que ça serait simplement bien de participer, il me semble qu'on peut partir d'un problème de compétition pour la survie, pour le financement des activités culturelles. La culture, ça se finance. Et ça se finance soit par de l'argent qui vient du privé, soit par des financements publics qui ne sont pas complètement dépendants du marché, mais quand même qui ont besoin d'une quantification d'audience de plus en plus pour pouvoir être justifiés. Et donc, on peut partir de cette compétition qui nous aide à comprendre pourquoi les institutions demandent, sans encore exiger, mais demandent et poussent à la participation des spectateurs, etc., etc. Ça implique la valorisation, à savoir de l'attribution de valeur de ce qu'on fait, que ce soit une exposition, que ce soit un livre, que ce soit quelque chose qu'on poste sur Internet, par une quantité d'attention, par la capacité de quantifier de l'attention. Et ce qu'on quantifie, c'est jamais l'attention, parce que l'attention, personne n'y a accès comme telle, c'est des traces attentionnelles, des traces d'attention. Donc, dans cette compétition qui valorise quelque chose en termes de quantité d'attention, eh ben, il faut tracer quelque chose qui nous indique, alors de façon souvent très très approximative, voire complètement fausse, mais qui quand même nous donne une petite idée des quantités d'attention qui seraient là. Et donc cette stimulation de la participation, elle, me semble-t-il, elle est complètement liée à, on peut appeler une marchandisation de l'attention, une monétisation directe ou indirecte de l'attention, qui a des effets au-delà même des flux financiers qui viennent ou qui ne viennent pas dans le musée, des effets de légitimation. Et là, c'est un petit peu toute l'ambiguïté de la situation dans laquelle on est. Martha a commencé par parler de numérique et de démocratie.
ce que j'ai essayé de mettre ici dans ce petit schéma sur la compétition, la valorisation, le besoin de traces attentionnelles, on pourrait se dire bah, ça c'est le domaine du marché, marchandisation de l'attention, mais ça se légitime, enfin ça se retrouve d'une façon différente mais qui converge du point de vue de la légitimation. Pour un gouvernement démocratique, ça ne serait pas complètement idiot, voire c'est peut-être même perçu comme nécessaire, que de légitimer le financement de pratiques culturelles par l'attention que ces pratiques reçoivent. La démocratisation de la culture, ça peut être pris comme ça. Et là, peut-être que ça fait aussi un petit peu problème. Alors, juste pour ensuite, à la fin de cette petite page-là, ces questions d'évaluation, je parlais de valorisation tout à l'heure, hein, valorisation, c'est donner de la valeur à quelque chose, c'est les processus d'évaluation, mesurer des valeurs sans forcément intervenir pour donner de la valeur. On sait que ces processus de valorisation et d'évaluation dans le domaine culturel, ils sont indissociables. C'est une seule et même chose dont on regarde de face. Cette évaluation très très générale, il y a un projet dans Artec que je vous recommande qui s'appelle Évaluation générale, qui fait toute une série d'expérimentations artistiques justement sur les pratiques de notation et de valuation. On la retrouve partout. On la retrouve même dans les toilettes, quand vous devez mettre un petit sourire si les toilettes ont bien été nettoyées. Et là, on sait tout ce qu'il peut y avoir d'asymétrique, hein, d'extractif, d'exploiteur dans ces pratiques où le consommateur, l'utilisateur, donne une notation aux travailleurs, en l'occurrence le monsieur ou la dame qui nettoie les toilettes, et on sait qu'à la fois, voilà, c'est une sorte de démocratie, pourquoi pas, c'est les utilisateurs qui donnent des notes et qui vont mieux noter ceux qui font du bon travail que ceux qui font du mauvais travail, donc pourquoi pas, c'est l'amélioration générale, mais on sait tout ce qu'il peut y avoir de douteux et d'exploitatif là-dedans. Alors, justement, alors deux choses peut-être ici. D'une part, la notion de série. On parlait de série, là c'était dans l'intéressante présentation de Svenja Jarmuchevski sur les observatoires photographiques, qui nous disait bien que l'intérêt de ceci, c'était des séries de photographies sur des longues périodes. Et là, moi, je pensais aux travaux alors déjà anciens, hein, du début de ces questions-là de Lev Manovich, qui justement regardait et prenait la culture visuelle numérisée, la culture des langages des nouveaux médias et des langages numériques, comme étant surtout intéressante du point de vue de la quantité et du point de vue de quantité non gérable par des attentions humaines. Et là, peut-être que lorsqu'on parle de tout ce dont on a parlé ce matin et cet après-midi, on peut toujours garder en tête le lien entre le numérique comme simplement autre chose que de l'analogique, avec les modes de fonctionnement qu'a le numérique, mais aussi l'origine ou le lien de ceci avec le chiffre et avec la quantité, la quantification. Et donc là, dès ce moment-là, ce qui peut faire l'intérêt de la participation culturelle par le numérique, c'est justement des effets qui sont seulement collectables ou plus facilement collectables au niveau numérique parce que c'est des effets de grande quantité, donc des effets de calcul. Alors, point suivant qui revient un petit peu à ce que j'essayais de dire tout à l'heure et qui va problématiser, enfin, qui va essayer de dire quelque chose de problématisant sur la notion même de culture. Et là, moi, je me méfie toujours lorsqu'on parle de la culture au singulier, comme s'il y avait une culture qui devait être partagée par tout le monde. La culture, c'est pas une culture, la culture. Donc moi, j'essaye de jamais utiliser ce mot-là au singulier, ça me semble toujours très douteux. Le fait même de dire la culture, souvent, même si c'est pas toujours le cas, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur citoyenneté, la culture, dans une certaine partie des usages de ce mot, c'est vraiment top-down, c'est certaines personnes, certaines classes, certains groupes de la société qui ont décidé, qui continuent à décider au jour le jour que ça c'est de la culture et que ça c'en est pas, alors que c'est difficile. Et quelle est donc la culture ?
cette culture, si on veut, normative ou normée, elle est requise de se légitimer. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Donc, se légitimer pour des financements, mais aussi de se légitimer d'une façon simplement de rendre compte démocratique. C'est fait pour le peuple, donc c'est fait pour la multitude, donc c'est fait pour le grand nombre et pas pour des élites. Avec la question des budgets participatifs qu'on a évoqué très brièvement ce matin. Ce qui me semble à mettre en rapport ou en dichotomie ici, c'est d'une part le fait qu'on a toujours besoin de nouveautés, à savoir que regarder une même image pendant plus qu'une ou 2 minutes, et ben en général, ça lasse les attentions et qu'on veut que l'image bouge ou que l'image change. Et c'est comme ça que notre attention se soutient. Donc, il faut qu'il y ait de la nouveauté. Et en même temps, reconnaître une image ou regarder une image sans que ça soit trop déstabilisant pour nous, il faut que ça recoupe des attendus, des choses à quoi on s'attend, des choses qu'on peut reconnaître. Je dirais ça juste tout à l'heure. Là, ce qui me semble important ici, c'est toujours de garder, lorsqu'on réfléchit aux choses auxquelles on réfléchit depuis ce matin, les questions de temporalité. Et c'est peut-être sur la slide suivante, enfin, les notes suivantes que je vais pouvoir les faire. Donc, si on se dit que la culture, on s'en méfie un petit peu du singulier. Si on se dit qu'il y a des cultures, là ça passe beaucoup mieux, et que qu'est-ce que c'est que des cultures? Eh bien, des cultures, il me semble qu'on peut dire que c'est des modalités de reconnaissance. Des modalités de reconnaissance au double sens de reconnaître des choses. Une culture, c'est reconnaître que quand je vois un truc comme ça, eh ben, c'est fait pour boire. Donc voilà, je reconnais ça, je n'ai pas besoin de me poser des questions, je le prends et je le bois. On peut imaginer quelqu'un qui n'aurait jamais vu de verre et qui trouve ça, et voilà, c'est pas sa culture, donc il ne sait pas. Donc on reconnaît des objets, mais aussi reconnaissance, en ce sens reconnaître des subjectivités, reconnaître des identités, se faire reconnaître comme une personne digne d'intérêt, une personne porteuse de droits, etc. Donc les cultures, c'est des modalités de reconnaissance des valeurs pour les objets, pour les institutions et pour les personnes. Maintenant, cette reconnaissance, elle prend, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre nouveauté et attendu. Elle est toujours dans une dynamique où à la fois elle reconduit, reconnaissance, c'est qu'on connaît déjà quelque chose et on le connaît une deuxième fois. Et en fait, on ne le connaît pas, simplement on l'identifie, on le reconnaît. Mais c'est très différent de construire une connaissance ou de reconnaître quelque chose, ça se fait beaucoup plus vite, le deuxième, etc. Donc c'est de la reconduction. Mais aussi, on s'attend, si une culture est censée être vivante, qu'elle soit capable d'adaptation. Et c'est aussi Laurent Salard qui parlait d'adaptation tout à l'heure, je vais y revenir. Là, juste sur les questions attentionnelles, il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui nous dit que l'attention esthétique, ce qui fait le propre pour lui de l'esthétique, et on pourrait discuter jusqu'à quel point c'est critiquable, mais là je ne vais pas le faire, c'est justement de suspendre la reconnaissance. L'expérience esthétique, c'est celle qui ne reconnaît pas tout de suite, qui va connaître quelque chose parce qu'elle ne reconnaît pas quelque chose. Donc là, lorsqu'on parle des cultures, lorsqu'on parle d'activités culturelles, d'expériences culturelles, etc., pour le moment on n'a pas encore dit artistique, on pourrait garder ceci en tête. Du point de vue de la temporalité, pour qu'il y ait une culture qui évolue, pour qu'il y ait une culture qui soit vivante, il faut qu'il y ait un moment de suspension, un moment de retard entre la perception et la reconnaissance ou l'identification. Ça, c'est du côté de l'attention esthétique. Et on pourrait se dire aussi que l'activisme politique au sein d'une culture, ce qui permet à cette culture d'être vivante, de s'adapter, on pourrait se dire que c'est justement de faire reconnaître des choses qui n'étaient pas reconnues. Et on peut retourner à Jacques Rancière qui dit que la politique, c'est la part des sans-parts, c'est de mettre en avant, de revendiquer, de montrer le problème qui fait que certains dans la société ou certaines ne sont pas reconnus, ce sont des sans-parts, ils ne reçoivent pas la part du gâteau qui pourrait ou qui devrait leur revenir, et de problématiser cette part des sans-parts, c'est ceci qui serait le propre de la politique. Donc de nouveau, toute culture passe par la reconnaissance et la reconduction de normes, d'identification, etc.
elle est vivante, elle est vigousse dans la mesure où elle s'adapte, et cette adaptation passe par des retards esthétiques et peut-être des revendications politiques. D'où, dans toute culture, une dimension de normalisation qui assure une permanence et une dimension de contestation, de nouveau, d'adaptation. Maintenant, ce que j'aimerais juste rajouter là-dessus, c'est que cette adaptation, il me semble qu'elle peut se faire de deux façons assez différentes et qu'une grande partie de ce qu'on a dit ce matin, je crois, demanderait à être réorienté dans cette polarité. Ce n'est pas que c'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. C'est quoi ces deux modalités adaptatives? Et là, peut-être que, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais je crois que si on avait des gens qui travaillent sur la biologie, ils pourraient sûrement nous dire des choses intéressantes. Il y a d'une part une adaptation qui repose sur la compétition pour la survie. Vous vous adaptez parce que vous êtes le gagnant, parce que vous allez plus vite. On parlait de retard esthétique, hein, de suspension, etc. Nous vivons dans un monde dont à la fois l'idéologie et à la fois certains modes de régulation par le marché reposent sur la compétitivité, sur l'élimination de ceux qui ne sont pas assez rapides. Et effectivement, il y a de l'adaptation, on ne peut pas le nier, mais c'est une adaptation qui ne fonctionne que par les gagnants qui sont plus compétitifs que les autres. Il y a d'autres formes d'adaptation possibles, et en fait les biologistes nous disent que oui, une sorte de darwinisme un peu simplet qui nous dit c'est le plus fort qui gagne et qui survit, c'est vrai, mais la diversité est au moins aussi intéressante. Et donc, on peut se demander, dans tout ce qu'on a pu dire, il me semble, ce matin, cette phase d'adaptation, c'est processus culturels, ces plateformes, ces musées, ces expériences esthétiques qu'on peut avoir, dans quelle mesure elles sont motivées par des gains de compétitivité, j'ai plus de spectateurs que vous, donc je mérite d'avoir de plus gros budgets, et dans quelle mesure cette logique-là, qui risque de finir par winner takes all, hein, celui qui gagne prend tout, et bien celui qui gagne prend tout, il ruine l'environnement dans lequel il est, il ruine y compris ces prédateurs qui maintenaient ces populations en phase avec cet environnement, et il finit par se détruire. C'est un petit peu le sort, qui me semble-t-il, qu'on est en train de mettre en place pour nous-mêmes sur cette planète. Et donc, la culture de la diversité, dans tout ce qu'on a vu ce matin, il me semble que c'est vraiment quelque chose à garder fortement en tête. Là, il faut que j'aille plus vite, ça devait parler pendant toute l'heure. Oui, bah là, je vais vraiment aller plus vite parce que tout ça, c'est les belles choses que nous a dites Laurence Allard, mais c'était tellement beau que je ne vais pas le reprendre. Oui, tout ça sur la réplicabilité des tiers-lieux qui doivent être documentés, lorsqu'ils sont documentés, ils ne meurent jamais. Voilà, par contre, je vais juste garder de Laurence Allard une des choses qu'elle a dites, je crois, dans les questions-réponses, sur l'insuffisance des médias tactiques et la nécessité ou le besoin de stratégisation. Donc, cette distinction entre tactique et stratégisation. Là, j'aplatis un petit peu ce que dit Laurence Allard parce que je vais réduire le tactique un petit peu à du local et je vais considérer le stratégique comme à des échelles plus vastes. Mais c'est parce que c'est ces échelles justement qui m'intéressent véritablement. Et dans ce que disait aussi juste après Laurence dans la méfiance qu'elle nous invitait à avoir envers l'opposition entre low-tech et high-tech, là, il me semble que aussi, dans son contrefaire de technologie, peut-être avec les mêmes acteurs, ça je trouvais vraiment très très inspirant. Il me semble que ce que ça nous dit, c'est justement qu'il faut se méfier de ces oppositions entre local ou planétaire, entre high-tech et low-tech, et que ce que nous avons vraiment à penser, y compris à travers les plateformes dont on a parlé cet après-midi, mais à travers ce dont on discutait ce matin, c'est justement la pluralité d'échelles. Et c'est dans cette direction-là que je vais me diriger pour terminer. L'agilité transmédiatique qu'on a vue de façon tout à fait intéressante tout à l'heure avec Françoise Cahen, elle nous dit quelque chose sur le fait que les plateformes ne sont pas simplement des appareils de capture,
que les plateformes, alors même dans le domaine, avec l'acception architecturale qu'elle nous montrait avec sa slide, elle présuppose, à partir du moment où il y a des plateformes et pas une plateforme, et là on retrouve la diversité par rapport au winner takes all, Amazon est en train de devenir la plateforme, et c'est ça le problème, il faut avoir des plateformes comme des cultures, c'est ce pluriel qui est au cœur de tout ceci. À partir du moment où il y a des plateformes, eh ben, vous pouvez agilement sauter, danser de l'une à l'autre. Et c'est l'agilité des utilisateurs qui permet d'échapper aux appareils de capture, en partie, à partir du moment peut-être où justement il y a une pluralité. S'il n'y a pas de cette diversité et cette pluralité, eh ben, ça ne va pas le faire. Là, il y a une référence qui n'est pas venue dans la discussion sur les plateformes et je vous la recommande, d'autant plus que c'est mes copains de Grenoble qui l'ont publié. C'est un livre de Benjamin Bratton qui s'appelle Le Stack, qui est justement tout un traité sur les plateformes, les logiciels et les souverainetés. Et là, je reprends ce que disaient Manuel et Patrick sur le fait que plateforme et participation, ça c'est pas forcément connecté. Et merci pour l'avoir clairement distingué. Alors, pour moi, l'intellection ou la schématisation ou l'exploration de ce que c'est qu'une plateforme, moi je ne connais pas mieux que les 20 pages que Bratton consacre à ceci pour en voir toute la complexité. Et là, de dire, comme l'ont fait Manuel, que la participation, ça se situe à 3 niveaux, qu'il faut commencer par distinguer ces 3 niveaux de l'œuvre, de l'individuation, du self et des dispositifs qui font milieu. Il me semble que ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Benjamin Bratton. Et peut-être que je vais peut-être arrêter mon partage d'écran parce que là j'ai épuisé mon temps. Malheureusement, il y avait plein de choses que j'ai pas pu dire, mais juste une petite conclusion là-dessus. En reprenant ce rapport, cette articulation que nous proposait Martha en début de journée sur le numérique et la démocratie. Moi, je dirais que ce que nous dit le numérique, d'abord, c'est pas Kratos, Démos, le pouvoir du peuple, mais c'est d'abord le pouvoir des médiations elles-mêmes. Moi, j'ai essayé d'appeler ça médiarchie, monarchie, médiarchie, le pouvoir des médiations. C'est quoi? C'est le pouvoir du design de ces médiations. Et là, on a bien vu à travers les 4 niveaux que proposait Manuel que la participation, elle se module à travers du design de médias, de médiation. Ce que nous dit Benjamin Bratton avec, donc je vous résume très très brièvement ce que c'est que son stack, son empilement, c'est de nous dire qu'on ne peut pas comprendre Internet à la façon d'un réseau plat ou d'une plateforme. Et peut-être le pire danger de parler de plateforme, c'est d'imaginer que c'est plat. Bratton écrit l'empilement en 3 dimensions, surtout une verticalité. Il dégage 6 couches, la terre, le cloud, la ville, l'adresse, l'interface et l'utilisateur. Et il nous dit c'est l'empilement, la superposition de ces 6 couches qui sont à chaque fois des distributions de souveraineté. Et ce qu'on appelle souveraineté, ça vient de la négociation des frictions entre ces différentes couches. C'est à partir de ça qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe avec les plateformes qui donc ne sont pas plates et avec Internet et le numérique et ces phénomènes de participation dont on parle aujourd'hui. Et alors, dernière chose peut-être, dernière chose pas parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. Donc, si jamais il y a du temps, moi je pourrais rajouter 2 ou 3 choses, mais je propose, Martha ou Lucas, que vous repreniez la main parce que moi je ne vois pas du tout s'il y a des questions dans la marge et que vous distribuiez la parole et puis si personne parle, moi je peux continuer sans souci. Tu ne vois pas les questions. Alors, ni les questions-réponses, ni les chats. Attends. Non, mais sinon, le chat. Ah oui, je vois un chat. Oui, il y a deux espaces, mais sinon, je peux les gérer. Je peux te les poser. Alors. Mais là, Martha, est-ce qu'on est d'accord que c'est pas que moi qui parle là? Moi, j'ai fait ma petite réaction et après, on peut faire revenir les gens. Voilà. Il y a des questions. Après, voilà, s'il y a des trous, je suis sûre que tu pourras les remplir. Mais alors, Anouk Jordan, alors je vais lire. Dit, vous avez relevé l'usage abusive du terme citoyen
si on veut faire référence aux gens, comment les dénommer alors? Habitants, spectateurs, usagers, visiteurs? Il me semble que tous ces termes sont restrictifs et ne permettent pas de désigner tous ces publics auxquels on voudrait s'adresser en tant qu'institution dans une démarche participative. Voilà. Super, merci. Merci pour cette très très belle question. D'abord, moi, enfin, pardonnez-moi si j'ai dit que c'était un usage abusif, ce n'est pas à moi de dire ce qui est un usage propre ou un usage abusif, je disais simplement qu'il peut y avoir des connotations qui viennent avec ce mot citoyen et qu'on pouvait tout à fait les revendiquer ou en être conscient et choisir ce terme, et ben voilà, donc c'est pas à moi de dire ce qu'il faut dire. Maintenant, je trouve que ça pose justement une question très intéressante de savoir qu'est-ce qu'on va dire. Moi, j'utilise jamais ce mot-là, et donc je vais trouver d'autres mots pour faire référence. Alors, aux utilisateurs, hein, d'habitude, et là je viens de mentionner Benjamin Bratton, qui pour lui, au sommet de son stack, il y a les utilisateurs. Ce que moi j'aime bien faire aussi dans cette problématique de quel mot on choisit, c'est de me référer à Wilhelm Flusser, Wilhelm Flusser, F-L-U-2-S-E-R, c'était un théoricien des médias pragois qui a vécu au Brésil, puis qui a vécu en Europe, et qui a fait toute une série de textes avant de mourir en 1991, en 1991, il meurt, donc il meurt très tôt, avant que le numérique prenne vraiment le pouvoir, et pourtant, lui décrit de façon, à mon avis, la plus vive que j'ai vue à ce jour, les effets des plateformes, les effets du numérique, etc. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Wilhelm Flusser? Il nous dit, à propos de l'appareil photo, mais pour lui, l'appareil photo, c'est une sorte de petit ordinateur, donc à propos du numérique, il nous dit, sitôt, et il n'est pas seul, on peut trouver ça ailleurs, sitôt qu'on se sert d'un appareil, on est en partie asservi par cet appareil. Sitôt que l'appareil fonctionne pour nous, et c'est bien qu'on ait des appareils qui fonctionnent pour nous, il n'était pas du tout technophobe, il ne s'agit pas de les refuser, ces appareils, mais sitôt qu'un appareil fonctionne bien pour nous, on devient le fonctionnaire de cet appareil. Et moi, ce que j'aime bien faire chaque fois que je vois le mot utilisateur, c'est me dire, qu'est-ce que nous dit cette phrase si on garde le mot utilisateur et que on regarde aussi ce que dit l'autre face d'utilisateur qui est fonctionnaire. Je suis fonctionnaire de Zoom quand j'utilise Zoom comme maintenant. Je suis fonctionnaire de Google, je fais fonctionner Google, je suis un rouage de l'appareil de Google quand je fais une recherche, etc., etc. Donc de se dire, employons citoyen comme on veut, là c'est pas vraiment mon souci, mais un mot qui revient souvent, c'est le mot d'utilisateur, et je trouvais très intéressant dans la présentation alors c'était qui, parce que j'avais noté ça justement. Oui, c'était justement dans Françoise Cahen aussi. Elle nous disait bien justement que l'agilité des utilisateurs, c'était ça qu'elle nous montrait pratiquement avec un cas particulier. Justement, on est des utilisateurs, donc on a un certain pouvoir. On a bien vu avec Manuel que ça pouvait être un pouvoir très limité, c'est simplement un pouvoir d'utiliser, mais c'est déjà très bien de pouvoir utiliser, qu'on pourrait monter dans les niveaux et avoir un pouvoir de redesigner, ou un pouvoir, oui, de changer un peu les règles du jeu, et là souvent on ne l'a pas dans beaucoup de plateformes, parce qu'on reste plaqué au niveau 1, donc, mais déjà en utilisateur, même au niveau 1, ça nous donne un pouvoir d'utiliser ça, mais on est toujours aussi fonctionnaire de ce dispositif. Donc voilà, moi je n'ai pas dépassé utilisateur et fonctionnaire, après visiteur, spectateur, habitant, là j'imagine c'est au cas par cas qu'il faudrait voir. Alors Bratton, je vais vous remettre, non je ne vais pas vous remettre la slide, mais ce que je vais faire, non je ne peux pas dans cette version-là de Zoom mettre les, parce que j'aurais pu mettre le PDF non, mais je ne crois pas que je peux mettre le PDF dans le chat. Mais ce que je vais faire, je vais envoyer le PDF à Lucas. Ouais, c'est Benjamin Bratton. Et j'enverrai le PDF à Lucas, le PDF de ces pages-là du stack où il définit les plateformes, parce que je crois que c'est vraiment intéressant. Bien. Alors, il y a une autre question qui a en fait on touche un point important que toi, Yves, de manière intéressante, toi ouvert, et c'était un dormant jusqu'à maintenant, c'est les points des financements.
Alors, Tom Guguenet, alors je m'excuse comme j'ai lu les noms des familles. Hein. La question est, vous dites que nous pourrions légitimer les financements des activités culturelles par l'attention qu'elles reçoivent. Faut-il que les régimes de l'intermittence rémunèrent les artistes en fonction des vues et des écoutes générées sur les plateformes de streaming? Merci pour cette question. C'est autour de cette question que je tournais un petit peu, je tournais autour du pot en essayant de trouver deux formes de légitimité, de légitimation autour de ces références à l'attention. Il y a d'une part la marchandisation de l'attention, et là c'est clair que si vous vivez, alors soit même en vendant un journal, et ben plus de gens ont envie de diriger leur attention vers votre journal, plus vous en vendez, ou un film, etc. Ça, c'est le modèle classique. Avec les modèles qui se sont instaurés depuis très longtemps, en fait, depuis 1830. C'est depuis 1830 qu'on vend de l'attention, à savoir, on vend ou on donne gratuitement un produit parce qu'on va pouvoir vendre à des annonceurs, à des publicitaires, etc., cette attention. Donc ça, c'est pas nouveau, mais ça s'est répandu de façon très, très puissante au cours des dernières années. Donc on associe. Et là, c'est clair que selon ce modèle-là, eh ben, plus vous avez d'attention, plus vous avez de revenus. Donc ça peut nous plaire ou ça peut pas nous plaire. Pour moi, c'est un des énormes problèmes de notre époque, c'est que la médiasphère est structurée par la marchandise de l'attention. Et donc, c'est le marché de l'attention qui décide de ce qui circule entre nous en termes d'images, en termes de récits, en termes d'informations, etc. Et ça, je trouve que ce n'est pas du tout satisfaisant, mais c'est comme ça. Maintenant, on pourrait se dire, bah, tiens, la puissance publique, qu'est-ce que c'est qu'une puissance publique? Ça collecte de l'impôt et ça peut très bien rediriger de l'impôt à des opéras qui vont coûter des millions et des millions, où il n'y a que quelques centaines de milliers de personnes qui vont le voir, alors que si on avait dirigé la même somme vers, je ne sais pas, des séries télévisées ou de la musique ou d'autres formes de musique, etc., eh ben, il y aurait beaucoup plus de gens qui auraient pu profiter de ces millions qu'on met à l'opéra. Donc, au nom de quoi est-ce qu'on continue à financer les opéras? Moi, je veux dire que je n'aime pas du tout l'opéra, et donc moi, je ne vais pas me plaindre forcément si les opéras disparaissent, mais je suis un peu de solidarité envers ce type de choses. Parce que ça nous dit justement qu'il faut, je ne sais pas, mais il me semble qu'implicitement, on se dit que quelque chose comme de la diversité de formes de musique, de la diversité de genres, de la diversité d'expériences esthétiques, etc., eh ben, ça a une valeur en soi. Et c'est un petit peu à la base de politiques gouvernementales ou autres, de dire, comme un petit peu sur le modèle de la biodiversité, hein, la diversité culturelle, c'est comme ça qu'on a légitimé toute une série de pratiques, en tout cas en France. C'est forcément aussi bien compris à l'extérieur de la France et peut-être de l'Europe, mais en tout cas en France, s'il y a un lieu où on a conscience de ça, ça serait la France. Et bien de se dire, qu'est-ce que ça veut dire que cette diversité et comment elle s'articule à l'impératif démocratique? Et c'est ça un petit peu que j'essaie de problématiser, parce que moi, je n'ai pas du tout de solution. Et là, je vais peut-être dire des choses qui sont complètement fausses, parce que moi, j'y étais pas, mais lorsque j'enseignais à Grenoble, lorsqu'Éric Piolle est venu à la mairie de Grenoble, de nouveau, j'y étais pas, donc corrigez-moi si je dis des âneries, mais il s'est dit, eh ben tiens, on va demander aux Grenoblois, aux gens, hein, justement, aux gens, citoyens ou pas citoyens, je pense aux résidents, aux gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils veulent comme culture. Donc on a un budget pour la culture, et puis on va demander aux gens, ben voilà, réunissez-vous. Et donc il a réuni des gens, et puis les gens ont dit ce qu'ils voulaient, et beaucoup de mes petits amis artistes, etc., dans le milieu justement de la culture grenobloise, n'ont pas été vraiment contents de ce processus, parce que cette forme de démocratie directe, ou simplement on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez voir, ça risquait de reproduire des attendus. Ben voilà, vous voulez voir ça, donc voilà, on va faire venir Johnny Hallyday en permanence à Grenoble, et on aura Johnny Hallyday tous les soirs à Grenoble, parce que c'est ce qu'on a. Donc ça, c'est les clichés sur un certain nombre de cultures populaires qui sont discriminées parce qu'elles sont populaires, donc on ne peut pas adhérer à ces clichés, et donc à mon avis, on est dans une situation où on ne peut pas renoncer à cette démocratie où tout le monde peut dire ce qu'il veut voir, la condition que ça ne soit pas
ça produise pas des effets indésirables, je crois, non seulement pour nos goûts à nous qui aimons peut-être l'opéra ou qui aimons peut-être des choses minoritaires, c'est justement de se dire qu'est-ce qu'on fait pour garantir cette diversité. Et là, je m'arrête ici. Qu'est-ce qu'on fait pour garantir cette diversité? À mon avis, le facteur temps est le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat? Eh ben, on a donné 7 ou je sais pas, 8 week-ends, 7 fois 3 jours pour que les gens aient un petit peu de temps pour écouter, pour réfléchir ensemble, pour discuter, etc. Et puis, il en est sorti quelque chose qui est quand même plus intéressant que ce que font supposément les experts de la politique qui doivent avoir en charge notre avenir, parce qu'ils ont pris, on leur a donné et ils ont pris le temps de faire quelque chose qu'ils reconnaissent. Et donc là, une des critiques, d'après ce que j'ai compris par rapport à Grenoble, c'était de dire, on a fait venir des gens, super, on leur a demandé ce qu'ils voulaient, très bien, mais on ne s'est pas donné assez de temps pour que, qu'il se passe quelque chose d'autre que la reproduction circulaire des attentes et des attendus. Bien. Alors, je profite que tu as révoqué les termes citoyenneté pour donner la parole à Laurence. Parce que voilà, quand on écrit une question de plus de 10 lignes, je donne la parole. Et voilà, sur la question de la citoyenneté, dans la suite, Manuel va revenir sur les concepts des plateformes. Je lui donnerai également la parole. Vas-y, Laurence. Salut Yves, c'était pour... Salut Laurence. Bon. Non, c'était pour... c'est une vaste question, mais... elle se pose d'autant plus aujourd'hui à l'heure de justement la plateformisation de la ville elle-même, par exemple dans les smart cities, puisque les opérateurs ce sont les GAFAM. Et donc, si tu définis la citoyenneté par la nationalité, on se trouve dans une position assez compliquée, puisque finalement, nous allons habiter des villes dont les maîtres, d'une certaine façon, ne sont pas élus et ne sont pas non plus nationaux. Donc, ça reconfigure un peu ces définitions. Et puis, quand tu lis Noriel, par exemple, il explique bien que quand il fait l'archéologie de la nationalité, que par exemple, au 19e siècle, les femmes étaient de nationalité française, mais n'étaient pas des citoyennes françaises. Donc, le recouvrement, justement, on montre bien que on peut, dans un état de droit, avoir acquérir cette nationalité, mais ça ne recouvre pas tout le champ de justement la citoyenneté. Et il y a aussi cette idée que la citoyenneté peut être instituée dans un état de droit, mais encore faut-il qu'elle puisse s'accomplir, se réaliser, se pratiquer. Et c'est là où aussi en termes du point de vue du numérique se posent de nouvelles de nouvelles impossibilités, puisque il y a très peu de débats, notamment sur les choix technologiques, etc. Donc, c'est pour ça que je parlais d'une citoyenneté technologique peut-être à réinventer. Quand je parlais de civilité, c'était plus autour de l'espace public civil, qui participe également de toutes ces institutions de l'état de droit démocratique, si on reprend Habermas. Donc voilà, donc c'était juste pour... il me semble qu'il y a un enjeu quand même à revendiquer une citoyenneté technologique aujourd'hui, notamment avec la plateformisation de la ville, ces opérateurs privés extra-nationaux en fait. Merci Laurent. Merci à toi de tes remarques qui nous éclairent là en fin de journée. Yves, si tu veux pas réagir, alors je vais continuer avec Manuel, qui voulait revenir sur les concepts des plateformes. Oui, bonjour Yves. Bonjour Manuel. Alors oui, je me demandais, donc je ne connaissais pas Bratton, je te remercie beaucoup pour la référence. Et du coup, en regardant, mais alors très très vite, là j'ai eu quelques secondes, je me demande si ça ne correspond pas à ce qu'en sociologie des sciences et des techniques on appelle infrastructure. Parce que tu sais, moi je suis toujours dans ma réflexion sur le fait qu'il vaudrait mieux donner un sens plus restrictif au terme de plateforme si on veut garder un lien avec les travaux en économie collaborative et sur la désintermédiation et autres, quoi. Hein. Parce que du coup, voilà, sinon, il faut dire à chaque fois plateforme au sens de alors que la question de l'infrastructure, elle est tout à fait passionnante. Hein.
tu sais, hein, les gens des STS expliquent à quel point les containers des cargos sont en fait l'infrastructure qui va permettre la mondialisation du commerce, une espèce de chose tout à fait invisible en fait, qui rend possible des effets. Alors on pourrait dire la même chose sur le réseau Internet, de l'adressage par bloc. Enfin voilà, ça c'est des effets d'infrastructure. Donc du coup, nous, comme on parle beaucoup de dispositifs d'information et de communication, il faudrait qu'on fasse le lien entre finalement infrastructure et dispositif. Et d'une certaine façon, oui, l'infrastructure, c'est une forme d'inconscient du dispositif. C'est-à-dire qu'on va choisir un dispositif de type Zoom, on va choisir un dispositif de type Teams si on reste dans la visio, on pourrait parler de Google Doc et autres. Mais en fait, il y a des effets d'infrastructure qui renvoie finalement à une perspective plus large que celle de l'usage situé, qui effectivement nous envoie vers d'autres échelles, alors effectivement plus politiques, plus économiques, effectivement on peut être piégé par des effets d'infrastructure. Bon, ça c'était ma première remarque, parce que moi je suis toujours un peu soucieux, moi je suis un grand classificateur, hein, et donc pour moi dispositif infocommunicationnel de type plateforme, c'est un type de dispositif spécifique qui n'est pas le blog, qui n'est pas le site internet, qui n'est pas le classique, hein, au sens voilà. Bon. Après, il y a un autre, mais ça, selon le temps qu'on a, mais il y a un autre débat qu'on pourrait avoir, c'est toujours sur le fait que, mais c'est un débat que j'aimerais avoir avec toi plus longuement, hein. Moi, je suis un peu critique sur la notion d'économie de l'attention. J'aime bien la manière dont tu le réévoques, Rancière et tout ça, parce que moi, je suis toujours dans des visions très interactionnistes, en vérité, y compris de dispositifs très asynchrones, hein, comme le livre et autres. Et finalement, en parlant d'économie de l'attention, on est toujours très, très sur le récepteur. Et moi, j'ai toujours un peu peur que cette notion, c'est une dimension performative par rapport au fantasme des effets de persuasion que les marques et les publicitaires sont persuadés qu'ils peuvent avoir. Et il me semble que justement, ces questions de participation sont une manière de sortir un peu de ces effets performatifs autour de l'attention, autour de tous ces aspects un peu neuroscientifiques, comme quoi on va réussir à programmer les cerveaux, enfin ces espèces de délire, quoi. Mais du coup, moi, je plaide toujours pour une forme de prudence, quoi, disons. Voilà, écoute, mais comme tu veux, si tu veux réagir. Si j'ai le temps, volontiers. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres questions, parce que là, ça prendrait du temps, mais peut-être juste deux mots. Ou à Martha. Non, c'est toi qui décides, Martha. Est-ce qu'on écoute les... C'est plus intéressant d'écouter les questions des gens que les... Il n'y a pas d'autres questions à Martha. Ah, super. Enfin, super, non, je sais pas. Mais OK. Donc, d'abord, je réponds sur infrastructure, Bratton et la spécificité de ce dont on parle lorsqu'on parle de plateforme. Là, effectivement, Bratton inscrit complètement son travail dans les études d'infrastructure, que moi je trouve vraiment très très intéressante, et toi aussi Manuel. Mais son stack, hein, son empilement, c'est de nous dire qu'on ne peut pas penser la couche, par exemple, des interfaces. Et il y a, je crois, ce dont tu parles en termes de dispositifs, pour lui, ça serait dans la couche des interfaces et dans la couche des adresses. Qu'est-ce qui fait adressage? Et qu'est-ce qu'on peut faire si on a telle ou telle adresse? Et dans la couche des serveurs, parce que les serveurs, ben oui, c'est de l'électricité, oui, c'est branché sur les centrales nucléaires, d'infrastructures, etc. Mais, moi je connais ça trop mal, mais j'imagine qu'il y a aussi des choix déjà de design et de fonctionnement qui sont au niveau des serveurs. Donc, c'est du hardware des serveurs jusqu'au software des interfaces. On peut dire que tout ceci, c'est un peu de l'infrastructure, mais on peut très bien le distinguer. Et s'il fait 6 couches, c'est justement pour dire que ce n'est pas un réseau. Un réseau, ça ne veut rien dire. Il faut comprendre ces 6 couches. Et là, il me semble qu'avec le type de travail que tu fais, tu pourras justement isoler telle ou telle couche et voir comment ça fonctionne à telle ou telle couche. Et ça s'inscrit quand même dans une pensée de l'infrastructure. Moi, juste, il y a un mot que je favorise lorsqu'on parle justement de médias. Au mot infrastructure, moi je suis tout à fait d'accord pour dire l'infrastructure c'est du hardware, c'est du solide, et ça ne se réduit pas à ça, ce dont nous parlons souvent, c'est le mot de intrastructure. Et intrastructure, pour moi, ça veut dire justement que cette infrastructure de hardware qui est à la fois liée et pourtant face à laquelle ont une certaine indépendance les choix de design qui se font, ça existe en nous en tant qu'intra. C'est la façon dont je vois le monde, moi, intra-moi, est liée à la structure des dispositifs médiatiques,
et que c'est à l'intérieur, voilà, que c'est une question de, on ne peut pas parler d'extérieur ou d'intérieur. Et donc, si tu veux des mots, alors toi, je pense que c'est le rasoir d'Occam, donc tu veux plutôt couper des mots, des néologismes plutôt qu'en rajouter, mais il me semble que cette notion d'infrastructure, elle est importante. Et sur l'attention, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, méfiez-vous de tous les gens qui parlent d'attention et d'économie de l'attention, le plus souvent, y compris moi, c'est les fumistes. Donc là, il faut vraiment s'en méfier. On en parle beaucoup trop, d'une façon beaucoup trop, voilà. Moi, la plupart du temps, quand je vois qu'on parle d'attention, ça m'agace et je me dis, je vais brûler tous les livres que j'ai fait là-dessus parce que ça se retourne en quelque chose, soit de complètement réactionnaire, soit une sorte de confusion mentale qui fait vraiment pas avancer le schmilblick. Bon, merci beaucoup Yves. On prolonge. Merci. Martha, ton micro, voilà. Oui. Je vous propose en 18h55, je vous propose même si là le débat est passionnant, qu'on passe sur les derniers liens. En effet, pour rappel, les derniers liens, ça devait correspondre à notre cocktail et l'inauguration d'Ouvray Expo. On va quand même présenter les projets vitrines en confinement, si vous voulez rester avec nous en dernière demi-heure, voilà, en cliquant sur les derniers liens de connexion. Merci encore Yves, merci à tout le monde pour l'attention.